Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous consacrons cette édition plus ou moins à l'actualité mondiale, mais aussi nous allons parler de l'Égypte. Si on parle du monde, donc dans le monde arabe, de la Syrie, du Yémen, de la Libye, même en Irak, c'est la tension qui monte. Surtout pour le dossier syrien, bien entendu. Si on parle du monde entier, dans les différents coins du monde aussi, on parle du montée de terrorisme. Donc, c'est un nouveau sujet qui inquiète. Pas tout à fait un nouveau sujet, mais donc aujourd'hui, un sujet d'actualité qui inquiète et qui préoccupe presque tous les pays du monde. Donc, des attentats terroristes ici et là, et la menace certes surtout de Daesh, mais aussi on peut parler de la tension russo-turque. Donc de tout cela nous allons parler ce soir, mais aussi du Parlement égyptien. Donc je vous rappelle qu'après presque 3 ans de vide législatif, de lois contestées, peut-être c'est le Parlement égyptien qui va voir le jour très très prochainement. Donc une fois les élections ont pris fin, on s'attend tous à ce nouveau Parlement. Donc, dernière étape de la feuille de route. Pour commencer, et puisqu'on parle certainement de tension, puisqu'on parle d'inquiétude, c'est pas seulement le terrorisme qui inquiète le monde entier, mais aussi l'environnement. Donc j'aimerais commencer avec la COP 21, puisque la communauté internationale qui appelle à la mobilisation pour lutter contre le fléau du terrorisme, qui ne cesse de s'infiltrer de par le monde, se réunit à présent, je vous le rappelle, au Bourget à Paris, pour obtenir un accord universel visant à juguler l'emballement du réchauffement planétaire. Le danger périlleux qui risque, ou plutôt que risque, le monde entier à cause du terrorisme est aucunement moins important que celui du dérèglement climatique planétaire. Après une semaine de discussion, les 195 négociateurs de la COP 21 ont remis samedi à Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, un projet d'accord sur la lutte contre le réchauffement climatique, un texte qui servira de base pour tenter certainement d'obtenir un accord contraignant la réduction de gaz à effet de serre. Tout de suite, je vous laisse avec ce commentaire signé Dalia Karam sur la COP 21, les derniers détails de ce sommet. On se retrouve juste après. Les négociateurs de la conférence de Paris sur le climat ont bouclé le premier round de leur marathon après une semaine d'après-discussion. Ils ont adopté samedi 5 décembre à la mi-journée un projet d'accord visant à juguler l'emballement du réchauffement planétaire. Dès ce lundi, il appartiendra aux ministres des 195 pays réunis jusqu'au 11 décembre Bourget, près de la capitale française, de s'emparer du texte pour le transformer en un accord universel. Le président de la COP 21, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a rappelé vendredi que les délais s'encourent. La conférence doit se terminer vendredi soir. Il faut un accord avant, a-t-il martelé. Le texte adopté à l'issue d'une semaine de tractation entre négociateurs du monde entier compte 48 pages et comporte encore de très nombreuses options que les politiques devront trancher à partir de lundi pour aboutir à l'adoption d'un pacte universel d'ici vendredi prochain. Aucun sujet de fond n'est tranché par le nouveau texte qui laisse encore ouvert de nombreuses options, par exemple sur l'objectif à long terme de limitation du réchauffement 1,5 degré que réclament les petits États insulaires ou 2 degrés. Le financement de l'aide climatique aux pays du Sud et la répartition des efforts pour lutter contre le changement climatique entre pays développés, émergents et en développement sont les points d'achoppement les plus durs et restent à régler par les ministres. Les pays du Sud veulent qu'il soit dit clairement que les 100 milliards de dollars par an promis d'ici 2020 pour les aider à s'adapter au réchauffement climatique ne soient qu'un point de départ. Pour leur part, les pays du Nord ne veulent plus être les seuls à mettre la main au porte-monnaie, ce qui suscite une levée de boucliers des pays en développement qui demandent d'abord aux pays riches de remplir leurs engagements. La quasi-totalité des pays présents à la COP 21 ont présenté les mesures qu'ils entendent prendre contre le changement climatique. Or, même à un rythme moins soutenu,
les émissions de gaz à effet de serre vont continuer de progresser, plaçant le monde sur une trajectoire de réchauffement de plus de 3 degrés centigrades par rapport à l'ère pré-industrielle, quand l'objectif est de le limiter à 2 degrés centigrades. Au-delà, les scientifiques promettent des impacts irréversibles, sécheresse, inondations accrues, baisse des rendements agricoles, érosion des côtes. Un des objectifs de l'accord de Paris est donc de bâtir un mécanisme de révision de ces engagements, très probablement tous les 5 ans, pour bloquer la hausse du mercure au niveau souhaité. Nile TV, c'est l'Égypte, son histoire et sa civilisation, mais c'est aussi l'Égypte moderne, celle que vous connaissez sûrement beaucoup moins. Une chaîne où on parle d'information, de culture, d'art ou d'histoire. Nile TV, c'est aussi une chaîne qui vibre au rythme du sport. Toutes les grandes compétitions nationales et internationales, c'est ici que ça se passe. Retrouvez-nous sur le terrain. Reportage qui couvre toute l'actualité locale ici en Égypte. Expositions, concerts, spectacles, toute la culture sur Nile TV International. Nile TV, c'est la chaîne qui vous fait vivre à l'heure égyptienne. Nile TV aborde tous les thèmes qui vous intéressent. Infos, débats ou analyses, c'est sur Nile TV International. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Le nouveau canal de Suez. Un projet national. Entièrement financé et réalisé par des Égyptiens. On parle de menaces terroristes. Aucun pays n'est épargné. Donc on voit l'inquiétude ici et là, aux États-Unis, en Californie, certainement il y a quelques jours, hier à Londres, le mois dernier. Donc, on parle tous des attentats de Paris, donc ici et là, et certainement le monde arabe avec tout le terrorisme qui se trouve. Donc on trouve ici par exemple la Libye, Daesh, la Syrie, les frontières en Irak. Donc de tous ces dossiers nous allons parler ce soir. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Ismail Hamed. Bonsoir Dr Hamed, Bonsoir. vous êtes écrivain et Bonsoir. chercheur. Justement, j'aimerais commencer avec ces menaces terroristes. Comment voyez-vous l'avenir de la région? On parle généralement avec la montée de la menace terroriste de Daesh, malgré toutes les mesures prises par la communauté internationale. Si on parle d'intervention en Syrie, si on parle de frappe, par exemple, ici et là, mais on ne voit pas de solution ou de résultats concrets. Oui. Alors merci pour l'invitation. Bien sûr, alors si on regarde la scène en général, c'est très compliqué, c'est très critique. Touche tout le monde maintenant, le terrorisme, le radicalisme et tout ça. L'Égypte parlait beaucoup de ça et les gens alors ne laissent presque parler tout seuls. Maintenant, ils ont réalisé que le monde, c'est un petit village qui touche l'Égypte, touche les autres et tout ça. Donc, ils comprennent bien maintenant la gravité de l'affaire, la gravité de l'existence de tels groupes terroristes. Bien sûr, au début, c'est Daesh. Bien sûr, je confirme ici de ne pas parler de ces groupes-là
criminel comme l'État islamique. L'État islamique, c'est une grande faute. Il ne faut pas aider ces gens-là, ces tueurs, ces criminels, de dire que c'est un État islamique. Un État islamique, c'est une chose idéale, bien sûr, très très loin de ces criminels qu'il faut maintenant. Je ne sais pas, c'est une affaire très compliquée de partout. Maintenant, les Européens, les Occidentaux en général, ils sont beaucoup touchés de cette affaire-là. Et comme vous avez déjà dit, qu'il y a des attentats partout. Alors, le 13 noir à Paris, et comme c'est aux États-Unis il y a quelques jours, et maintenant c'est à Londres, et tout ça, c'est l'affaire très très compliquée, vraiment. Il y a Daesh maintenant, ces groupes qui se trouvent presque partout. Aussi, un attentat très grave aujourd'hui, c'est l'assassinat de gouverneur de Aden au Yémen aussi. Elle a été tuée, ça a été très grave, et c'est Daesh qui a annoncé la responsabilité de cet attentat-là en Libye, bien sûr, mais aussi on a entendu très bonne nouvelle maintenant, c'est un accord entre les deux groupes de conflit ou de lutte en Libye, c'est le Parlement et la conférence de Tripoli et le Parlement à Tobruk et tout ça, ils ont accordé alors avec beaucoup de principes, c'est pour faire une élection législative, alors maximum c'est dans 2 ans, et aussi pour choisir 10 personnes de ces des établissements, 5 de chaque parti pour choisir un premier ministre de la Libye. Je pense aussi ça c'est une affaire aussi avec la sombreté de tout ce qui se passe et tout ça, c'est bien parce que ça nous donne un peu calme par rapport à la frontière occidentale de l'Égypte, parce qu'on a beaucoup de problèmes là-bas et tout ça. Je voulais justement ajouter, et nous n'avons même pas mentionné l'Égypte avec tous les attentats terroristes, surtout dans le Nord Sinaï. Certainement, on parle de terrorisme et pourquoi pas aussi de Daesh dans pas mal d'attentats. Oui, bien sûr, oui, l'Égypte c'est beaucoup touché. Voilà. Oui, comme j'ai déjà dit que l'Égypte a beaucoup parlé de ça, et les gens, les autres pays, alors ne nous écoutent pas. Jusqu'il était touché par cette affaire-là. Après, il crie fortement de cette affaire. Justement, est-ce qu'on peut voir une fin, donc on peut voir ce terrorisme, on peut mettre fin à ce terrorisme sans une stabilité dans la région du Moyen-Orient? Apparemment, c'est cette instabilité dans la région du Moyen-Orient qui est en rapport avec ce terrorisme qu'on trouve ici partout dans le monde. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je n'ai que le souhait, je n'ai que l'espoir, de trouver une bonne solution. Mais le problème maintenant, c'est l'affaire, c'est comme une lutte entre les grands pouvoirs du monde. Bien sûr, les États-Unis, elle a fait une coalition militaire qui frappe Daesh depuis presque 12 ans. Alors, rien fait jusqu'à présent. Et j'ai beaucoup d'amis en Irak qui nous parlent que les États-Unis ne veulent pas terminer, ne veulent pas dégager l'affaire de Daesh. Elles veulent faire ça. C'est comme une fantôme pour tous les pays, et pour aussi d'être raison de l'intervention américaine dans la région et tout ça. Et après, quand les Russes ils ont intervenu de cette affaire-là, c'est ce que fait la lutte. Et puis c'est le NATO qui arrive. Après, si on a entendu le crochage de l'avion russe à la frontière turque et tout ça, c'est très compliqué maintenant. Il y a aussi des indices qui parlent que c'est une lutte très très grave. C'est les chefs d'État ils doivent être sages pour trouver une vraie solution. Ce n'est pas l'affaire des intérêts de chaque pays, de chaque pouvoir, c'est d'avoir un contrôle de tel pays, c'est pour contrôler le pétrole, le gaz naturel et tout ça. Non, c'est l'affaire, ça dépasse tout ça. On parle d'un monde très très craintif, on est très craintif de partout. Bien sûr, on doit être plus sage maintenant. Ça suffit de la bêtise que les grands pouvoirs qu'ils font maintenant par rapport à l'intervention ici et de là. Les Américains, ils frappent Daesh, comme ils disent
tout le temps, mais après rien de tout. On trouve les caravans de Daesh partout qui passent avec leurs militaires et tout ça, à ce que les satellites américains ne leur montrent où ils se trouvent et tout ça. C'est une énigme. On ne peut jamais comprendre quel scénario exactement est joué là. De toute façon, et à la recherche d'une entente internationale la plus large possible contre Daesh, je vous rappelle que la France ne fait plus du départ aujourd'hui. Aujourd'hui, la France ne fait plus du départ de Bachar al-Assad, un préalable au démarrage donc d'une transition politique en Syrie. Donc aujourd'hui, on peut parler d'une transition politique en Syrie après la destruction de la Syrie, si on peut dire. De toute façon, si vous me permettez, je vous propose tout de suite un commentaire sur justement cette position de la France, les détails, les derniers détails dans ce dossier. Tout de suite un commentaire de Dalia Karam et on se retrouve juste après. La France continue d'infléchir sa position sur le dossier syrien. En effet, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a déclaré que Paris n'envisageait plus un départ du président Bachar al-Assad avant une transition politique en Syrie, dans un entretien publié samedi 5 décembre par un quotidien régional. La lutte contre Daesh ne sera totalement efficace que si l'ensemble des forces syriennes régionales s'unissent. Comment est-ce possible tant que Bachar al-Assad préside, lui qui a commis tant d'atrocités et qui a contre lui une grande partie de sa population? S'est interrogé le chef de la diplomatie française Laurent Fabius dans un entretien à un quotidien régional, Le Progrès de Lyon, paru samedi. Une Syrie unie implique une transition politique. Cela ne veut pas dire que Bachar al-Assad doit partir avant même la transition, mais il faut des assurances pour le futur, a-t-il estimé. Depuis les attentats de Paris qui a fait 130 morts le 13 novembre revendiqués par Daesh, la France est passée d'un ni catégorique, ni Bachar, ni Daesh, à la priorité donnée à la lutte contre l'organisation terroriste. Cette déclaration de Fabius marque une nouvelle et sensible évolution de la position française. Jeudi dernier, en marge de la conférence internationale sur le climat, le ministre français avait envisagé une possible collaboration avec une armée syrienne dont le président Assad ne serait plus le chef. Il n'est pas possible de travailler avec l'armée syrienne tant que Bachar al-Assad est à sa tête. Mais à partir du moment où il y aura eu une transition politique et où M. Bachar ne sera pas le chef des armées, on peut très bien s'associer à ce qui sera l'armée syrienne. Mais dans une transition politique opérée, avait-il déclaré. Selon M. Fabius, l'expérience des dernières décennies, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, montre que des forces occidentales au sol apparaissent vite comme des forces d'occupation. Les opérations doivent être donc menées par des forces locales syriennes modérées, arabes, kurdes, le cas échéant en coordination avec l'armée syrienne, ce qui était possible sans transition politique. Moscou, qui a commencé ses frappes aériennes en Syrie le 30 septembre contre les terroristes de Daesh, est accusé de viser les rebelles hostiles au régime syrien et mène une grande partie de ses bombardements dans des régions, notamment Idlib et Latakia, où Daesh n'est pas présent. De réunions internationales associant pour la première fois les alliés militaires du régime syrien, Moscou et Téhéran, ont eu lieu à Vienne cet automne. Une feuille de route a été mise au point prévoyant une réunion de l'opposition et d'éléments du régime syrien, la mise en place d'un gouvernement de transition et l'élaboration d'une nouvelle constitution. De nouvelles discussions sur la Syrie doivent avoir lieu dans la deuxième quinzaine de décembre à New York, a rappelé samedi M. Fabius devant la presse. Et mardi à Riyad, l'ensemble de l'opposition au régime syrien et certains groupes armés, à l'exception des Kurdes, se réuniront pour bâtir une plateforme commune en vue de futures discussions avec le pouvoir. Opposée à l'envoi au sol de contingents massifs de troupes, la France comme les États-Unis sont à la recherche de solutions politiques ou militaires impliquant les acteurs locaux ou régionaux pour mettre fin à plus de 4 ans de guerre en Syrie. Jeudi à Belgrade, le secrétaire d'État américain John Kerry a ainsi plaidé pour l'intervention de troupes au sol arabes et syriennes qui combattraient Daesh, reconnaissant que le conflit ne pourra pas être gagné complètement avec les seules frappes aériennes. Mais il n'a pas exclu une participation de l'armée syrienne à un moment ou à un autre de l'évolution de la situation. Selon M. Kerry, s'ils parvenaient à mettre en place une transition politique, ils allaient permettre à toutes les nations et entités de se rassembler. Il a ajouté que l'armée syrienne, ensemble avec l'opposition, les États-Unis, ensemble avec la Russie et d'autres, irait combattre Daesh. Bonsoir, encore une fois à toutes et à tous. On continue avec le terrorisme, ce même dossier, mais aujourd'hui
on parle plus précisément d'une évolution dans la position française. Permettez-nous tout d'abord d'accueillir sur le plateau de l'international Dr Amr Hamed. Bonsoir Dr Amr Hamed, vous êtes professeur d'économie à l'Académie arabe des sciences maritimes. Bonsoir, vous êtes le bienvenu. Donc on continue aujourd'hui lorsqu'on parle d'une Syrie unie qui implique une transition politique. Cela ne veut pas dire que Bachar al-Assad doit partir avant même la transition, mais il faut des assurances pour le futur. Ce sont les déclarations du chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. Est-ce que vous trouvez là une évolution dans la position française? On ne parlait avant que du départ de Bachar al-Assad pour toute solution politique du dossier syrien. Aujourd'hui, on a commencé à parler d'une solution politique sans le départ préalable de Bachar al-Assad. De Bachar, oui. La transition, de mon point de vue, n'est pas dans la position française, mais plus ou moins peut-être la position turque. La position française avec l'Amérique et l'Angleterre, c'est la coalition entre ces trois pays, c'est très clair, c'est devenu un peu plus fort. Mais ce qui se passe maintenant, c'est peut-être la Turquie qui a commencé pendant les 2 derniers jours à, disons, je ne sais pas si le terme est le correct terme, à flirter un peu avec la Turquie, qui a commencé à flirter un peu avec la Russie. Et ça, on peut le détecter seulement pendant les derniers 2 jours seulement. La position aussi de Bachar est devenue un peu plus forte, disons. On ne sait pas pour quelques mois, pour 1 an, pour maximum 2 ans peut-être, mais ça est devenu plus fort aussi pendant cette semaine, plus ou moins. Vous, Dr Ismail Hamed, lorsqu'on parle d'une évolution dans la position française, la France est un pays européen, est-ce que ça doit engendrer par la suite un changement dans la position des autres pays européens, à savoir par exemple l'Allemagne avec sa position tout à fait intransigeante et forte vis-à-vis du dossier syrien? Bien sûr, je suis d'accord qu'il y a une grande évolution de la position et ça c'était prévu. Bien sûr que les Européens, alors, ils vont donner alors un... Mais des mois et des années devaient écouler avant ce changement. C'est ça la politique, c'est toujours une affaire très changeante. La position, c'est d'après les intérêts et tout ça. Maintenant, Bachar al-Assad, alors, elle est très reconnue par tous les pays. Il y a des rencontres avec beaucoup de monde. Et d'après la déclaration quotidienne de ces jours-là de l'Iran, alors c'est Bachar al-Assad, c'est une ligne rouge. C'est une ligne rouge pour les Iraniens ou pour l'Iran et tout ça, donc avec la Russie, avec le changement de la position de la France et par la suite, bien sûr, il y a les Anglais et tout ça. Déjà, on a vu un changement de la position américaine internationale vis-à-vis de l'Iran même, un allègement des sanctions et tout cela. Oui, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'actions, alors secrètement, que dans... Qu'est-ce qu'on dit? Il y a beaucoup de scénarios que les grands pouvoirs dans le monde qu'ils veulent faire. Maintenant, la position de Bachar al-Assad très forte maintenant. L'ennemi de tout le pays maintenant, c'est Daesh, pas Bachar. Bachar, et non, c'est un partenaire de la coalition maintenant. Et toujours, d'après les déclarations de l'intervention sur le terrain maintenant, il y a beaucoup de monde. Et comment faire cette intervention sur le terrain sans avoir la coopération avec l'armée syrienne de Bachar et des Russes et des Iraniens et tout ça. Donc, bien sûr, c'est beaucoup changé l'affaire, mais aussi, je suis sûr que ça c'était prévu pour moi. Mais le problème pour moi, c'est que je ne comprends pas, comme on a déjà parlé, que les États-Unis, depuis plus d'1 an, qui frappent Daesh, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de grands changements qui arrivent. Et comme on a déjà dit qu'il y a les satellites américains qui leur montrent les caravanes militaires de Daesh et tout ça, mais on ne fait rien. Ceux qui ont entendu tout ce qui se passe de l'avion russe, il y a un accrochage, il y a un problème, il y a comme ça. Ou alors, les caravanes de Daesh, elles ne regardent pas. Donc, et bien sûr, c'est très critique l'affaire, c'est très compliqué pour nous. Et comme déjà dit, c'est une lutte sur les intérêts entre les grands pouvoirs du monde pour celui qui profite beaucoup plus que l'autre par rapport au gâteau de cette zone-là.
au Moyen-Orient, de la Syrie et tout ce qui est à côté de l'Irak avec le pétrole, bien sûr le pays de Golfe et tout ça, c'est toujours l'affaire. C'est une lutte sur les intérêts. Oui, des intérêts, tout ça. D'accord, très bien. On ne parlait jamais d'intervention terrestre, militaire terrestre en Syrie. Ça, d'autant plus, on a toujours exclu une telle intervention. Aujourd'hui, apparemment, c'est pas tout à fait loin, ce changement de position. Comment on voit, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est prévu? Et si on va voir une intervention militaire terrestre sur le terrain, comment ça doit changer l'actualité sur le terrain? Comment voyez-vous je crois qu'on doit maintenant, tout le monde doit attendre qu'est-ce qui va se passer ce soir à Washington, parce que comme vous le savez, ce soir je veux dire à Washington, qui est le matin chez nous peut-être. C'est Barack Obama qui doit s'adresser. Barack Obama, il va adresser le peuple américain à propos du terrorisme en général. Je veux dire que moi je crois qu'il y aura une grande surprise. Parce que pendant cette semaine, il y avait beaucoup des actes de terrorisme. Il y avait bien sûr à Californie le San Bernardino, et puis il y a samedi à Londres aussi, n'est-ce pas, au métro. Et puis il y a aussi à Aden, on a tué le gouverneur de Aden qui a été tué par ISIS, ou Daesh, disons. Alors, tous ces événements, tous ces problèmes, disons, de terrorisme, je crois que il y aura un message très clair et une grande surprise ce soir par Obama. Et puis, si je reviens à votre question à propos qu'est-ce qui va se passer, qui sache très bien ce qui se passe. C'est le président Bachar el-Assad. Et qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a déclaré que sans des luttes, des batailles sur le terrain, exactement sur le terrain, on va pas, les forces de l'Europe ou bien de l'Amérique, elles ne vont pas arriver à bâtir le terrorisme. Il doit y avoir des batailles sur le terrain. Ça, c'est très important. Très bien. Ce qui s'est passé en Syrie a pris des années. Aujourd'hui, ça dépasse les 4 ans. Peut-être, est-ce qu'après une intervention terrestre, est-ce qu'après cette évolution dans la position internationale, est-ce qu'on peut voir une sortie pour la crise syrienne d'ici quelques mois, ou donc ça va aussi prendre quelques années jusqu'à la destruction peut-être totale de la Syrie et pourquoi pas de pas mal de pays de la région? Oui, comme déjà dit aussi toujours, on n'a que le souhait, on n'a que l'espoir d'avoir une solution alors urgente, possible d'être très proche, parce que ça suffit pour l'affaire maintenant. L'affaire, c'est très difficile pour tous les pays du monde. Comme déjà dit, alors le monde entier, presque, on est très craintif de tout ce qui se passe. On est beaucoup touché de ça. Mais le problème, le scénario américain, ça, ce que je ne comprends pas. Et par rapport, par exemple, à l'intervention terrestre, alors les Américains, ils ont parlé qu'ils ont envoyé alors 100 militaires américains de forces privées pour l'Irak, et c'est pour combattre Daesh et tout ça. Ils ont parlé de cette affaire-là. Par rapport aussi à l'existence de bases militaires américaines, bien sûr, en Irak et tout ça, mais moi, je n'ai pas de confiance, bien sûr, des Américains. Alors, c'est toujours, et oui, ils parlent de déclarations qu'on est contre Daesh et tout ça, mais c'est eux qui aident. Et j'ai des amis irakiens qui me parlent que les Américains, toujours, nous menacent de ne pas frapper Daesh. De ne pas frapper Daesh. Je ne sais pas, ça, je ne comprends pas pour les Américains et le scénario américain. Bien sûr, les Américains, ils ont choqué après l'intervention russe qui déclare tout ce qui se passe. On n'est pas d'accord. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec l'intervention russe de cette façon-là et de frapper tout le monde, même les civils et tout ça. Je ne suis pas d'accord. Mais les Américains, alors après l'intervention russe, ça change beaucoup l'affaire parce que les Russes, ils ont trouvé pour le pays, pour
tout le monde que les Américains ne sont pas sérieux de frapper Daesh. Et même après l'intervention de la coalition internationale et tout ça, il n'y a pas des grandes touches, il n'y a pas d'influence très claire pour nous, pour Daesh. Non, par contre, ils ont gagné beaucoup de terrain, beaucoup de villes. Ils ont détruit beaucoup de villes historiques comme Tadmor, au Palmyra. Ils ont fait beaucoup de bêtises là-bas. Et avec aussi la vision américaine, ceux qui regardent tout ce qui se passe, mais sans rien faire. C'est eux qui veulent, bien sûr, augmenter la tension dans la zone pour toujours trouver une raison pour l'intervention et l'existence américaine et pour toujours d'avoir cette affaire-là que tous les pays dans la zone ou du Moyen-Orient d'appeler les Américains, alors on a besoin de vous et tout ça. Et pour les Russes, pour la partie de Bachar, les Iraniens et tout ça, aussi c'est pour eux, c'est bien que Daesh qui font tout ça parce que ça donne beaucoup de soutien pour Bachar el-Assad. Celui qui a déclaré que c'est important de collaborer avec l'armée syrienne pour la coalition internationale. Il faut collaborer avec nous pour combattre Daesh et tout ça. C'est une affaire, c'est une scène vraiment je sais pas, très clair, c'est pas très clair pour moi, mais il y a un scénario, bien sûr, c'est dans les... Très bien, puisqu'on a parlé des États-Unis, du président américain, donc permettez-moi de revenir sur cette nouvelle même, puisque le président Barack Obama, le président américain, va s'adresser aux Américains aujourd'hui dans une rare allocution depuis le bureau ovale. 4 jours après la tuerie en Californie, j'essaie de vous donner un peu, de rappeler un peu plus de détails. Donc, pour justement laquelle la piste terroriste est privilégiée et qui a été saluée par le groupe terroriste Daesh, M. Obama a assuré hier que l'Amérique ne se laisserait pas terroriser. Nous sommes américains, nous défendrons nos valeurs, celles d'une société ouverte et libre. J'aimerais savoir votre commentaire sur justement les propos de M. Obama. Nous sommes forts, nous sommes résistants et nous ne nous laisserons pas terroriser, l'a-t-il déclaré dans une intervention hebdomadaire diffusée par la Maison-Blanche. Ce soir, défie le bureau ovale, il s'appliquera à nouveau à rassurer les Américains. L'attaque de mercredi a fait 14 morts et 21 blessés à San Bernardino en Californie. Je vous le rappelle, le discours d'Obama sera centré sur les mesures que le gouvernement prend pour faire face à sa priorité absolue, assurer la sécurité du peuple américain. C'est ce qu'a précise la Maison-Blanche. Je veux revenir justement assurer les Américains. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'assurer son peuple qu'une telle attaque ne peut pas se reproduire? Donc, est-ce que c'est possible aujourd'hui, après tout ce que nous pouvons voir dans les pays connus pour donc, les mesures de sécurité les plus fortes dans le monde, les États-Unis, la France, l'Angleterre, comment voyez-vous donc de tels propos en assurant son peuple que ça ne doit pas se reproduire? Monsieur Hamid vient de dire que les intérêts sont des intérêts économiques, plus ou moins, des pouvoirs, des grands pouvoirs du monde. Et quels sont les intérêts économiques ici? C'est seulement l'énergie. L'énergie, ou bien l'énergie, le pétrole, je veux dire, ou bien les champs de gaz. Et comme vous le savez, la Syrie a un grand part dans le champ de gaz qu'on vient à découvrir aux mers Méditerranée avec des autres pays. Et l'Égypte est au milieu de tout ce qui se passe. Alors, pour moi, parce que je suis professeur d'économie, l'économie facilite tout. Le jeu est très clair pour moi. Le jeu est très clair. C'est une bataille, c'est une guerre pour les intérêts de l'énergie. Que ce soit pétrole ou gaz, c'est la même chose au moins. Alors, comme vous venez de dire que vous n'avez pas confiance aux États-Unis, est-ce que vous avez confiance à l'Angleterre? Est-ce que vous avez confiance en France? Est-ce que vous avez confiance en Russie? Est-ce que vous avez confiance aux Syrie, le gouvernement de Syrie maintenant, de l'Irak? J'ai confiance en moi-même. Ça c'est bien d'ailleurs, ça c'est un bon départ. Exactement. J'ai confiance seulement en moi-même. Pourquoi? Parce que comme peut-être vous vous rappelez, il y avait un livre qui a été écrit depuis longtemps, je crois peut-être 1972. C'était un très fameux le livre qui s'appelait The Game of Nations, le jeu des nations, par, comment il s'appelait, Miles Copeland. Qu'est-ce qu'il a dit Miles Copeland quand il a écrit, je veux dire, le moral de l'histoire dans ce livre?
Il disait The aim of the game is not to win but to continue playing. Le but du jeu n'est pas de gagner, c'est pas de gagner, mais de continuer à jouer. De rester dans le jeu. De rester dans le jeu, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est ce que les pouvoirs mondiaux, les grands pouvoirs mondiaux, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils n'ont pas. Le but, c'est pas de gagner. Et notre but, c'est pour cela que moi, je ne crois pas dans le théorème du conspiracy. Il n'y a pas une conspiracy. Et s'il y a une conspiracy, pourquoi on ne conspire pas nous aussi? Le jeu est ouvert. C'est très facile. Qu'on commence à conspirer aussi. Parce que le jeu est ouvert. Et le but n'est pas de gagner. On ne va pas gagner. Personne ne va gagner. Mais comment on peut continuer à exister, à jouer, à prendre nos aides, à gagner nos aides. Est-ce que ça explique un petit peu, la nouvelle position russe et la montée donc de cette entité donc sur la scène internationale? Certainement, la Russie était toujours là, mais après l'Union soviétique, aujourd'hui, on peut voir une Russie qui ressemble à l'Union soviétique, qui était toute une union aujourd'hui. C'est vrai? Bien sûr, je suis d'accord avec vous, mais pour jouer et pour rester jouer dans la scène, c'est-à-dire gagner. Parce que pour jouer, tu gagnes, bien sûr. Enfin, on joue pour rien, on vainc et tout ça. Non, on change de position. Oui, bien sûr, on gagne. Bien sûr, pour jouer, c'est-à-dire que tu gagnes beaucoup de choses. Pour s'amuser Pour s'amuser dans le jeu? Oui, c'est ça. Bien sûr, docteur. Alors, vous connaissez mieux plus que moi que l'économie américaine, c'est basé sur la lutte, les guerres et tout ça. S'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de lutte dans le monde, l'économie américaine va être tombée. Alors ça, c'est très clair pour tout le pays du monde. Donc, c'est les États-Unis qui créent tout ça. Bien sûr, quand le président américain, je ris, alors très très fort, quand il parle de Moreau et tout ça, c'est quelque... Je ne sais pas, quand le Satan qui prêche, le Satan qui prêche de quoi? Alors, c'est lui qui parle de tout ça, c'est un grand mentor et tout ça, mais je n'ai pas de confiance particulière pour lui parce que c'est lui le grand joueur. Oui, les autres, ils sont petits joueurs, hein, mais c'est lui qui contrôle la scène et tout ça. Et pour ça, donc, je regarde pour lui, pas pour les autres, beaucoup plus que les autres. Ah oui, les Français, les Anglais, les Russes et tout ça. Mais je parle pour le grand joueur dans la scène, sur le terrain, c'est les Américains. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis ou les Américains jouent toujours seuls ou cette nouvelle attitude, cette nouvelle présence russe peut être expliquée autrement? C'est-à-dire, enfin, je veux savoir, pour vous, est-ce que la nouvelle position russe, est-ce qu'une Russie plus forte dans la région est pour le bien ou le mal, pour ou contre les intérêts des Arabes du dossier syrien au bien premier lieu? L'intervention russe, ça nous montre parce que quelque chose. Alors, le président russe Poutine, alors... Sa position aussi vis-à-vis d'Ankara et tout, c'est-à-dire... Oui, mais c'est un homme très obstiné. Alors, Poutine, c'est un homme très obstiné, avec beaucoup d'ambition. Il a très ambition, alors, pour récupérer l'Empire russe, l'Union soviétique et tout ça. C'est un homme avec beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves pour sa nation et pour tout ça. Avec l'intervention russe, bien sûr, il y a beaucoup de changements pour la scène et tout ça, avec aussi le soutien du peuple russe qui lui donne toujours le soutien de tout ça, avec les intérêts. On a peur... bien sûr, après l'attentat de l'avion russe à la frontière russe-turque et tout ça, bien sûr, on doit bien regarder profondément l'affaire là et pourquoi les Turcs ils font ça et sans regarder les conséquences de tout ce qui se passe après. Donc il y a beaucoup de gens qui ont peur pour une nouvelle guerre mondiale et tout ça. Pour moi, oui, l'affaire c'est clair, mais il y a beaucoup de mentors dans la scène. Oui, c'est clair pour nous, mais il y a beaucoup de mentors. Les présidents, ceux qui montent sur le genre, ceux qui parlent de moraux et en même temps ceux qui sont bien sûr de grands mentors. Et vous, Dr Amr Hamad, encore une fois, est-ce que vous trouvez qu'une Russie beaucoup plus forte, avec des positions beaucoup plus intransigeantes, c'est pour ou contre les intérêts ou la stabilité du Proche-Orient, si on peut dire? Non, encore une fois, la Russie n'est pas assez forte comme auparavant, bien sûr. Et même l'Amérique, c'est une puissance, bien sûr, mais c'est une puissance du point de vue armé, militaire. Mais du point de vue quatrième génération maintenant, l'Amérique n'est pas très différente de l'Allemagne, n'est pas très différente du Chine, par exemple. Parce que maintenant, on parle... De quel point de vue? Quatrième
génération. Non, 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 les guerres de quatrième, les guerres de quatrième génération. Les armes, maintenant, les armes. Exactement. Ouais. Maintenant, les guerres. C'est pour cela que moi, je ne crains pas qu'on va aller à une troisième guerre mondiale. C'est fini, ça. S'il y aura des guerres maintenant, ce ne sera pas des guerres comme les guerres de Seconde Guerre mondiale ou le première. Ça sera, maintenant, on parle du guerre du quatrième génération. C'est la guerre du technologie. C'est la guerre de renseignement. Exactement, de renseignement. Ça c'est la guerre qui prend place maintenant. Et si on parle... Mais pourquoi pas un petit peu d'attaque ici et là, de guerre ici et là, de déclencher une guerre ici et là, sans être bien sûr, on peut avoir des petites batailles, mais pas des guerres vraiment, dans le vrai sens du mot, comme la guerre mondiale, non. Mais on alimente les guerres ici et là, c'est-à-dire, en fin de compte, il y a des guerres ici et là qui sont alimentées par des puissances, par des partis, on ne sait pas exactement il s'agit de quel parti, non. Les guerres, les batailles de quatrième génération maintenant, c'est ça les guerres du futur, ou du présent. Mais les guerres traditionnelles, où on a des armées qui mobilisent d'un pays à l'autre, non. Des petites batailles, oui, comme ce qu'on voit ici et là. Et n'oubliez pas qu'on a la Russie, la Turquie, la Syrie et l'Irak. Ils ont des frontières communes, tous ces pays, ça. C'est pour cela qu'ils doivent avoir un contrat entre eux. Ouais. Ça va... et je crois que le mot du président Obama ce matin, demain matin, va prendre le monde vers cette direction. Que ces 4 ou 5 pays, seulement parce qu'ils sont, du point de vue géographique, liés ensemble, ils doivent arriver à un contrat mutuel pour tous les pays de cette région. Donc on n'a qu'attendre pour voir comment le jeu va continuer. Espérons donc une solution rapide au dossier syrien, si on peut le souhaiter. Au moins, c'est tout ce qu'on peut, c'est tout ce que nous avons dans les mains. Et permettez-moi maintenant de passer à un autre dossier qui va nous intéresser peut-être un peu plus ou même d'une façon plus ou moins égale à ce dossier du terrorisme et des préoccupations de la région en général. On va parler de notre Parlement. Donc on va essayer de parler de comment le nouveau Parlement de rattraper ce vide politique que l'Égypte a vécu pendant les 4 ou les 3 dernières années. Donc je vous propose tout de suite un commentaire sur ce dossier. Donc je vous rappelle justement qu'après 3 ans de vide législatif et de lois controversées, si on peut dire, contestées plutôt que controversées bien sûr, les Égyptiens ont enfin élu un Parlement. En effet, les législatives 2015 constituent la dernière échéance de la feuille de route. Une feuille de route censée mettre fin à une période transitoire et remettre sur les rails un processus politique qui piétine selon certains depuis quelques ans. Donc on est tous d'accord sur l'importance de ce Parlement qui doit un petit peu mettre sur les rails tout le processus démocratique du pays. Je vous propose tout de suite un commentaire signé Dalia Karam, on se retrouve juste après. Le taux de participation des élections législatives 2015 en Égypte s'élève à 28%, annoncé vendredi 4 décembre la commission électorale, 2 jours après la fin du scrutin qui s'est tenu en l'absence quasi totale d'opposition au président Abdel Fattah el-Sisi. 28,3% des électeurs, soit quelques 15 millions de personnes sur environ 53 millions, ont voté, a indiqué lors d'une conférence de presse le chef de la commission Ayman Abbas. La coalition pour l'amour de l'Égypte, qui affiche un soutien inconditionnel au président al-Sisi, a remporté la totalité des 120 sièges à pourvoir selon un mode de scrutin de liste. Le président doit par ailleurs choisir 28 députés. Les députés restants, des indépendants ou issus de partis politiques, ont été élus selon un mode de scrutin uninominal, a précisé M. Abbas. Selon des analystes, l'écrasante majorité, sinon la quasi-totalité des 596 nouveaux députés, soutiennent le président al-Sisi. Les élections débutées en octobre avaient été tenues en 2 temps, 14 provinces d'abord et ensuite les 13 autres
Environ 900 représentants d'ONG locales et de 60 ONG internationales ont été autorisés à superviser le scrutin. Les élections se sont déroulées sans incident et les rares infractions constatées, comme le retard dans l'ouverture de certains bureaux de vote, l'absence de certains électeurs des listes électorales et le recours à l'argent politique et publicité devant les urnes, n'étaient pas de nature à entacher les résultats du scrutin. Le scrutin a été transparent mais a suscité peu d'intérêt dans les rangs de l'électorat. Rappelons que l'Égypte se trouve sans parlement depuis juin 2012 lorsque la justice avait prononcé la dissolution de l'Assemblée dominée par les frères. Après 3 ans de vide législatif et de lois contestées, les législatives 2015 constituent la dernière échéance d'une feuille de route censée mettre fin à la période transitoire et remettre sur les rails un processus politique qui piétine depuis 4 ans. Le prochain Parlement sera doté de pouvoirs sans précédent. Il devra entre autres réviser toutes les lois promulguées depuis la dissolution de l'ancien Parlement en plus de la formation du nouveau gouvernement. Et ce, en consultation avec le président de la République. L'importance de ce Parlement émane aussi des larges prérogatives que lui confère la Constitution de 2014 qui instaure un régime semi-présidentiel. Après de vide législatif et de lois contestées, la législation sera le principal défi du prochain Parlement. Plusieurs centaines de lois devront être révisées afin de vérifier leur conformité avec la nouvelle Constitution. Un nouveau Parlement qui va être doté de pouvoirs sans précédent. On va voir comment ce Parlement va animer la vie politique et législative en Égypte. Je vous rappelle que nous avons toujours avec nous sur le plateau de Nal International le docteur Amra Hamed et docteur Ismail Hamed. Donc un nouveau Parlement pour l'Égypte. Tellement attendu. Donc, comment voyez-vous la composition de ce nouveau Parlement après la déclaration des résultats définitifs? Oui, bien sûr, c'est un point très positif pour nous. On a beaucoup attendu, bien sûr, l'existence et la présence de ce Parlement et pour, bien sûr, terminer la période transitive, tout ça, c'est important pour l'Égypte, pour la stabilité politique, pour la stabilité législative. Alors on a besoin, bien sûr, pour un Parlement qui fait beaucoup de législation, beaucoup de lois. Et bien sûr, ça c'est très important pour l'Égypte. Et bien sûr, le président, il a beaucoup chargé cette affaire-là. Il y a beaucoup de critiques aussi pour beaucoup de lois. Donc, on a besoin de ce Parlement qui nous dirige vers le bon chemin et tout ça, malgré aussi, il y a beaucoup de personnages qui sont très drôles, bien sûr, des individus, ceux qui étaient élus, bien sûr. Mais alors, c'est ça le choix du peuple. On doit respecter le choix du peuple de n'importe quoi. Et pour nous, le plus important, on va voir la pratique législative sur la scène. On ne peut pas critiquer de début de tout ça. On va voir les gens et comment était le choix du peuple, était le bon choix. Et bien sûr, ça suffit pour nous des luttes, de conflits, de tout ça. Alors, on a besoin d'avoir beaucoup de stabilité, beaucoup de servir notre pays, beaucoup d'unité entre nous. On a besoin d'unité internale. C'est très important pour l'Égypte. On a le problème avec, bien sûr, dans la zone et tout ça, mais avec aussi l'Éthiopie par rapport à la digue de la Renaissance et tout ça. Ça monte beaucoup l'affaire. Dans un an, on va entendre que la digue, c'est fini et on va trouver qu'il y a 14 milliards de mètres cubes de la quantité de l'eau qui arrive pour l'Égypte. Ça va être manqué. Donc ça suffit de ces cris, de tout ça. On doit se unir, on doit regarder bien sûr le bénéfice pour notre pays et comment bien sûr aider notre pays pour dépasser cette période-là. C'est important, bien sûr. Très bien, un Parlement tellement attendu, avec beaucoup de défis, que ce soit sur le niveau législatif ou de supervision et de contrôle. Quels sont les défis que vous trouvez plus importants ou plus accablants pour ce nouveau Parlement? La législation ou le contrôle et la supervision? Peut-être, je préfère parler du composition au commencement. Ça va avec vous vous voulez parler? Oui, bien sûr, mais juste en 2 mots, quel va être le défi majeur devant le nouveau Parlement? Et certainement, on va revenir sur la composition de ce nouveau Parlement. Ok, bien. Au commencement,
le nouveau Parlement, il a des centaines de lois qui doivent être passées pendant les quelques semaines qui... et moi, je pense que tout, c'est avec la... C'est pour cela que je préfère parler de composition même, parce qu'avec la composition comme elle existe maintenant, je crois que toutes ces lois, 300, 400, 500, je ne me rappelle pas le chiffre, mais j'ai entendu... Il y a autour 300, de 400... 400, 500, des centaines de lois, ils vont être passés comme ça, dans peut-être 2-3 semaines, sans lire, sans examiner, parce que la plupart des parlementaires, je crois je suis désolé de dire qu'ils ne sachent pas même lire les lois, les législatives. Peut-être ils ont des consulats. Déjà, est-ce qu'on peut juger, docteur Ismaïla va préférer dire qu'il faut justement attendre, bien que pas mal de visages ne sont pas très connus, ou on ne connaît vraiment pas l'expérience de ces visages, mais il a préféré attendre. Vous trouvez que déjà, ce n'est pas promettant? Si on veut regarder du point de vue positif, s'ils vont signer sans lire, c'est pas mal pour le gouvernement. Parce qu'on a besoin de, disons, une période de laisser passer. Qui a promulgué les lois qui vont être révisées, n'est-ce pas? Ces lois sont passées par la présidence, n'est-ce pas? C'est ça, oui. D'une façon ou d'autre. À part ces lois qui devront être révisées et probablement ratifiées, les lois qu'on doit promulguer pour... Donc, s'il y avait une certaine nécessité pour la promulgation d'une loi, donc ça a été, mais pour le reste de la vie législative de notre pays. Pour le reste... J'imagine que ça, c'est le souci majeur. Oui, bien sûr. Mais il faut aussi, il faut qu'on se rappelle aussi que, je n'ai pas les chiffres exacts, le pourcentage exact, mais je peux dire que peut-être un quart ou un tiers des parlementaires dans ce Parlement sont des généraux de police ou de l'armée, ou de l'intelligence aussi. Ce qui veut dire que... Ces chiffres sont officiels, c'est-à-dire... Non, je ne suis pas sûr, mais on va avoir Vous avez entendu parler pendant quelques jours peut-être. Mais au moins un quart, disons, et peut-être un tiers sont des officiers, des généraux du police ou de l'armée ou de l'intelligence. Parce qu'en parlant de la composition de Parlement, on parle plutôt de tendance, pas de métier. Non, mais les métiers changent, parce qu'ils commençaient leur carrière comme officiers, mais maintenant ils sont des consulats, ils travaillent dans... Si c'est le cas, vous êtes contre, c'est-à-dire? Non, c'est pas... il faut toujours regarder du point de vue positif, que M. Ismaïl a expliqué très bien, et du point de vue négatif. Pour le terme de 1 ou 2 ans qui vient, c'est bon, parce qu'on a besoin on doit donner le gouvernement, le président, la chance de travailler. Alors, avec un Parlement comme ça, tout ce que la présidence, le cabinet veut, va être soutenu par le Parlement. Pourquoi? Déjà bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord Bien sûr, je respecte l'opinion du docteur Amr, mais bien sûr, alors on doit attendre. Oui, bien sûr, on a beaucoup de considérations, on a beaucoup de remarques par rapport à beaucoup d'individus, beaucoup de députés, ceux qui étaient élus avec des personnages. Au Kacha, par exemple, celui qui n'est pas d'être le président du Parlement. C'est bien sûr, ça c'est une chose. Mais bien sûr, ça passe pas, mais c'est un homme. C'est un homme que c'est avec sa personnalité comme ça, mais toujours on doit tendre, on n'a que de souhait et d'espoir d'avoir un point très positif et la pratique après. Parce que ces gens-là, ils ont beaucoup de responsabilités et bien sûr doivent trouver le défi qu'on confronte et bien sûr par rapport à la priorité du peuple, le peuple souffre beaucoup bien sûr après la révolution de 25 janvier, ça suffit bien sûr pour les gens, on a besoin de la stabilité de tout ça. Et l'existence de Parlement, bien sûr, c'est mieux plus que de n'existe pas. Le vide oui, c'est comme ça, par rapport aux investissements, par rapport aux les lois qu'on a besoin pour les investissements de partout, par rapport à l'économie, pour aussi encourager les investisseurs et tout ça. Justement, vous êtes aussi économiste. Quelle importance pour la vie économique?
encore une fois, avant de parler de la vie économique, je veux ajouter un autre paramètre. C'est l'argent politique. D'accord. Alors, en plus de cette carte qui va supporter, bien sûr, le gouvernement, il y a les parlementaires qui ont gagné avec l'argent politique. Et ça, c'est quelque chose qui était sur les écrans, tous les écrans. Il y avait beaucoup, des centaines de gens du peuple qui sont sortis sur les écrans et disent on a pris de l'argent. Mais ce n'est pas nouveau pour nous, ce n'est pas la première fois, ça existe depuis longtemps. Mais cette fois-ci, c'était exagéré. C'était exagéré. Ça, c'est du côté des candidats, mais du côté officiel, du côté du processus électoral même, certainement, avec toutes les remarques faites par les ONG qui ont supervisé ou qui étaient là sur le terrain, on a parlé d'élections plus ou moins transparentes, c'est-à-dire les remarques étaient plus ou moins positives. Mais ça existe du côté ça fait partie de la culture. de la culture peut-être. C'est de la culture de gens et bien sûr la connaissance et tout ça. D'accord, très bien. De toute façon, permettez-moi, parce qu'il nous reste une petite minute pour terminer, c'est presque 8 heures, c'est pas seulement la fin de cette édition de direct, mais de nos émissions en française pour ce soir. Juste un dernier mot pour ce Parlement, en 2 secondes s'il vous plaît. Pour le Parlement, du point de vue économique, peut-être ça sera bien pour les 2-3 années qui viennent, mais pour examiner le point de vue économique, il faut voir le valeur du livre égyptien et quels sont les intérêts pour les pauvres. Ça, c'est très important. Ça, c'est quelque chose, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore remarqué. Ça touche notre quotidien de toute façon. Je vous remercie infiniment, docteur Amra Hamed. Vous êtes professeur d'économie à l'Académie arabe des sciences maritimes. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Et docteur aussi, Ismail Hamed, vous êtes écrivain et chercheur. Merci beaucoup aussi à vous d'avoir été parmi nous. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous. Et au revoir.